Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, une belle rencontre formidable aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis avec Guillaume Pelletier. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour Marie. Alors, Guillaume, dis-moi, qui es-tu et que fais-tu dans le sud de la capitale nationale? Avec quel usager, quelle clientèle tu travailles? Bon, alors moi, je suis psychologue clinicien ici au CRDQ, donc au Centre de réadaptation en dépendance de Québec. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui ont des difficultés avec l'utilisation de substances, de jeux d'hasard d'argent ou d'Internet dans une réflexion par rapport à ce qui les préoccupe, ou puis de les accompagner aussi dans les changements qu'ils souhaiteraient faire là, à ce niveau-là. Ça m'amène à faire de l'intervention en modalité individuelle, en modalité conjugale aussi, puis de OK. l'intervention de groupe. OK, c'est super intéressant. Fait que finalement, ce que je comprends, c'est dans ta façon, c'est que tu nous parles pas de je soigne des gens, c'est vraiment tu accompagnes. Tu es dans un mode changer les perceptions avec nous aujourd'hui sur les dépendances et sur les processus de consommation excessive ou non. Mais ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pas rentrer dans le jugement de ces personnes-là, mais vraiment y aller dans les perceptions puis dans l'accompagnement. Fait que je souligne tout de suite, je mets fin à la stigmatisation en haut de toi. Si les gens Oui, veulent aller utiliser ça, je pense que c'est hyper important. On a souvent des biais, tu sais, on est biaisé par rapport à la consommation de oui. nos jeunes, les écrans, de quelqu'un qu'on trouve qui consomme pas comme nous de l'alcool, qui en prend peut-être trop, ou quelqu'un qui en prend jamais, on le juge aussi très facilement. Mhm. Donc, mais aujourd'hui, on va parler de dépendance ou de consommation dans un Ouais. mode COVID-19. Hein, parce que si on se rappelle bien, dès le départ du confinement, on a eu quand même un malaise, je le dirais comme ça, où la population en général a eu un malaise à savoir que la SQDC et la SEQ étaient des services essentiels. Donc, est-ce que ce sont des services essentiels? Chacun a son idée là-dessus, mais comme intervenant, qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut dire de ce paradigme-là dans la COVID? SAQ, SQDC sont des services essentiels et on a continué de garder ça ouvert. Est-ce que ça a eu un effet sur la consommation? Ce serait difficile de dire là, que le maintien actif là, des deux sociétés là, peut avoir un effet sur l'augmentation ou la réduction de la consommation, peut avoir un effet Mhm. quelconque. Ça, je ne pense pas qu'on ait les données pour l'instant pour juger de ça. Mais assurément là, que, en fait, je trouve ça intéressant comment tu amènes ça, hein, parce qu'autour de l'utilisation de substances, moi j'aime bien prendre le terme utilisation de substances, je trouve que c'est moins stigmatisant, un peu Tout à comme fait. hein, Changeons ça, notre vocabulaire. Hein? Tu sais, nous autres, on dit on a ben, changé cerveau, santé mentale pour cerveau. J'aime que tu nous ramènes à changer notre vocabulaire, c'est important. ben oui, puis en fait, ça montre à quel point hein, l'humain, on est comme ça, on utilise des substances, hein, comme si ça avait Mhm. une certaine fonction pour nous, comme si c'était une stratégie. Hein. Ah, Fait j'aime ça. que c'est sûr que dans le contexte du confinement, ben là, ça a été réfléchi et puis pour toutes sortes de raisons, là, tu sais, peut-être des enjeux de possibilité de sevrage ou de justement de ne pas créer plus de problèmes qu'il y en avait déjà, on a décidé de garder ces sociétés-là ouvertes. Hmm, Moi, personnellement, je trouve que c'était une bonne idée de le faire. En même OK. temps, là, c'est important, c'est bien qu'on ait la place aujourd'hui pour parler d'utilisation de substances, Oui. puis de justement qu'est-ce qui pourrait être une consommation qui est plus ou moins risquée. Oui. En lien avec le confinement, c'est quelque chose qu'on a abordé. Hein. Il y a Oui. dans certaines sociétés dans le monde, les gens ont rapporté soit une tendance ou une crainte que l'utilisation de diverses substances augmente avec le confinement. Oui. Hein, on pourrait penser qu'au Québec, il a pu se passer un peu la même chose. Il est encore tôt, là, on n'a pas encore de données pour conclure sans équivoque que ça a amené une augmentation de l'utilisation de substances. Mais il y a quand même Éducalcool. Si on pense à l'alcool, par exemple, Éducalcool publiait là, au début avril un sondage qui rapportait qu'à peu près une personne sur cinq, un consommateur d'alcool sur cinq, avait augmenté son utilisation d'alcool pendant le confinement. Hein? Fait que là, ça OK. nous amène à dire, ben, c'est pas tout le monde qui a augmenté son utilisation de substances, puis c'est pas nécessairement toutes les substances non plus. Non, Euh, mais par contre, la question, c'est pourquoi on a augmenté? Parce que dans le fond, je suis le meilleur exemple. On travaille à domicile, moi je suis en télétravail. Tous les jours ressemblent à un vendredi ou à peu près, tu sais. Alors, sans dire que je suis dans l'excès, il est arrivé que des journées où j'aurais jamais pris un verre de vin avant, j'en ai pris un, ou même que mon temps de, tu sais, dans l'occupationnel, mon temps d'écran a augmenté. Pourquoi?
on s'est rendu à se dire, à se dédouaner, comme je dis, à s'accepter une journée de plus de consommation des choses. Pourquoi cette situation-là a augmenté d'utilisation de substances, entre autres? Ben, c'est vraiment une bonne question. Ça nous ramène un peu à qu'est-ce qu'on fait un peu avec les substances, hein? C'est quoi notre rapport aux substances? Ben, ça, en fait, depuis même dans les premières sociétés, là, ça fait longtemps dans l'histoire que l'humain a tendance à utiliser des substances. Hein. Il va se tourner vers les substances pour répondre à différents besoins de manière consciente ou non. Hein. Okay. Ces besoins-là sont d'ordre physique, comme pour diminuer la douleur ou guérir certaines maladies. Hein. Si on pense par exemple aux chamans, aux guérisseurs qu'il y avait dans certaines sociétés, au niveau psychologique, social et spirituel. On a toujours utilisé les substances pour répondre à un peu comme une stratégie qui nous permet de répondre à différents besoins humains. OK. Fait que finalement, si j'ai besoin un mardi soir, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, j'avais une moins bonne journée ou une super journée, puis je voulais fêter ça, ou juste de façon occupationnelle. C'est ça, je comprends. Bien, tout à fait. C'est un peu ça que le confinement a amené comme situation. Hein. On a diminué nos activités, on restait à la maison, fait que ça libérait plus de temps libre. Hein. Souvent, utiliser des substances, quelque chose qu'on fait dans nos temps libres pour avoir plus de plaisir, pour se sentir bien, pour partager quelque chose avec les autres. Mais il ne faut pas oublier aussi que des fois, on utilise les substances pour se sentir mieux. Hein? Pour passer au travers l'incertitude, des inconforts émotionnels, du stress, l'ennui. Alors, le confinement et toute la situation avec la pandémie a installé quelque chose. Donc, on avait plus de temps libre, donc plus de vendredis dans une semaine, comme tu disais. Hein? C'était la semaine des 7 vendredis, comme on dit. Mais on avait aussi plus de choses à gérer sur le plan émotionnel, hein? Peut-être plus d'inconfort. Et de ces deux manières-là, ben, étant donné que c'est une stratégie qu'on peut utiliser, qu'on utilise depuis toujours pour se réguler, à différents niveaux, ben, c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer qu'on soit porté à consommer un peu plus là, dans la période du confinement. C'est drôle parce que j'avais dans une autre capsule, j'avais une discussion sur les saines habitudes de vie, donc l'activité physique. Puis on se disait que pour certains, l'activité physique avait vraiment drôlement augmenté, pour d'autres, totalement diminué. Mais c'est la même chose avec la consommation. Donc peut-être que moi, j'ai augmenté mon activité physique, diminué ma consommation, ou vice-versa, ou j'ai augmenté les deux. Donc, chaque personne, et c'est normal, va avoir ses réflexes par rapport à ces habitudes-là qu'on avait avant ou pas, qui étaient bonnes ou mauvaises. Si on s'entraînait pas puis qu'on s'est mis à s'entraîner, tant mieux. Si on buvait pas puis qu'on s'est mis à boire, c'est peut-être pas bon. Mais en même temps, tu sais, on a comme changé toute notre routine, puis on s'est refait une routine. Est-ce que cette routine-là va rester ou pas? On le sait pas trop. Mais quand est-ce qu'on se met à se poser la question, est-ce que j'ai un problème? Tu sais, est-ce que c'est un problème, cette augmentation-là? Peut-être pas pour tout le monde, mais comment on se pose cette question-là? Comment on en vient à déceler que c'est un problème? En fait, c'est une bonne question. Souvent, dans la société, on a tendance à classer ça comme de façon dichotomique. Hein? J'ai un problème ou j'ai pas de problème. La consommation est adéquate ou est problématique. Je consomme des substances qui sont légales ou qui sont illégales. En fait, ça ne rend pas tellement justice à toute la diversité humaine dans le recours à ce comportement-là, je dirais. En fait, je pense que c'est plus utile, plus précis, puis moins sujet à la stigmatisation que de voir ça comme étant sur un continuum qui va de l'utilisation de substances qui seraient à faible risque jusqu'à l'utilisation qui serait à haut risque ou qui serait problématique dans ce cas-là. Donc ça, c'est plus représentatif. Explique-moi ce concept-là, dans le fond. Qu'est-ce qui serait à haut risque? Comment on jugerait ça? Comment moi, je peux dire, je pense que je suis à haut risque, mettons? Tu sais, parce que peut-être que pour moi, prendre un verre à tous les soirs, c'est moins pire que de vider 2 bouteilles le samedi soir. En même temps, peut-être que pour moi, être 24 heures par jour sur mon cellulaire puis l'avoir toujours à côté de moi, c'est pas un comportement à haut risque. Mais comment j'en viens à me dire que c'est un comportement à haut risque? Bien, c'est une bonne question encore. Tes questions sont vraiment bonnes, Marie. Super, merci. Je pense que dans ta question, tu y réponds un petit peu. Hein. D'abord, souvent, le premier réflexe, on va s'intéresser aux fréquences. Hein? La fréquence du comportement. Est-ce que je consomme à tous les jours, ou une fois par semaine, ou quelques fois par année? Et aussi aux quantités qui sont utilisées par occasion. Hein? C'est
C'est ça pour les substances, mais ça pourrait être ça aussi pour l'activité physique. Ça pourrait être la même chose pour l'utilisation d'Internet ou des jeux d'hasard et d'argent. Ces stratégies-là qui nous régulent, on peut les regarder, puis on regarde un peu quelle place ils prennent dans notre vie. Okay. Fait que ça, c'est une première chose. Hein. On s'attarde souvent aux fréquences puis aux quantités consommées. Mais je vous dirais que ce qui est plus parlant, ce qui est plus éloquent par rapport à ça, c'est surtout la nature dans la relation à la substance, dans la relation qu'on développe avec le comportement ou avec la substance, que là, on va pouvoir se dire, OK, oui, c'est un problème ou pas. Hein? Okay. Dans ce contexte-là, moi, j'aime à rappeler aux gens que le terme dépendance, ce n'est pas un terme qui est spécifiquement associé aux substances à la base. Hein? C'est un terme qui vient du monde des relations. Alors, dans une relation de dépendance à une ou à plusieurs substances, c'est la perte de liberté. Hein? On voit le parallèle avec les relations aussi, hein? La perte de liberté, la perte de contrôle. Le contrôle, oui, c'est ça. Oui, justement, sur ce comportement-là, mais aussi tous les impacts qu'il peut avoir sur notre santé physique, émotionnelle, sociale et même spirituelle. C'est là où je m'en allais te demander quel est le lien avec la détresse psychologique. Tu sais. Éventuellement, tu vas en venir à ça, j'imagine, dans ta réponse. Ben oui, justement, tu sais, quand on se rend compte, quand on juge nous-mêmes ou qu'une autre personne juge que là, notre utilisation de substances nuit à notre capacité à remplir les différents rôles qu'on joue dans notre vie, de professionnel, de conjoint, de parents, d'amis. Puis quand on commence à se sentir pas bien avec tout ça, quand on se sent inconfortable avec le comportement, on se sent un peu esclave de cette stratégie-là pour se réguler, bien là, c'est souvent un bon signe là, que ça serait important de se questionner du moins, ou de réfléchir un peu à la place de ce comportement-là dans notre vie. Puis, quel est le lien entre, tu sais, là, on parle de détresse psychologique, c'est une chose, on peut l'utiliser comme stratégie, tu sais, la dépendance ou l'utilisation de substances ou autres. Mais quel est l'effet de l'utilisation de ces substances-là sur le développement d'une problématique du cerveau ou mentale ou appelons ça comme psychologique chez les gens, mais est-ce qu'on peut faire un lien avec des diagnostics ou pas? Ou est-ce qu'il faut le faire ou il ne faudrait pas le faire non plus? Tu sais, est-ce que c'est la poule et l'œuf finalement? Oui, en effet, c'est une question un peu de la poule et l'œuf. Je pense qu'il faut faire, moi, je pense que les problèmes d'utilisation de substances, en fait, sont une autre des difficultés qu'on peut éprouver en lien avec notre santé mentale. Hein? À la base, c'est ça. Et c'est souvent difficile là, de séparer ces différentes choses-là. Bon, d'une part, on va souvent, ça c'est souvent le message qu'on va entendre, on va souvent entendre que c'est vrai, là, que l'utilisation de substances peut déclencher ou occasionner, disons, des problèmes de santé psychologique, de santé émotionnelle, de santé mentale. En fait, c'est vrai, les substances vont avoir un effet sur les régions du cerveau qui régulent notre équilibre émotionnel et psychologique. OK. Ça, c'est l'effet chimique. Ça, ce serait l'effet chimique, mais aussi l'effet expérientiel. Tu sais, l'effet dans l'expérience, c'est chimique dans le très petit, mais aussi il y a une composante subjective à ça. Hein? À ce compte-là, on pourrait dire que plus on utilise des substances, mais plus on fragilise sa santé psychologique, puis parfois au point de déclencher des troubles de santé mentale, comme un épisode dépressif, un épisode maniaque, des épisodes psychotiques ou encore des éléments d'anxiété comme une attaque de panique, ou bien de faciliter, disons, ou de nous amener à commettre des gestes impulsifs. Hein? On peut parler, par exemple, des crises suicidaires ou de la violence ou de faire un peu des crises de colère, justement. Fait que, à ce compte-là, oui, il y a cette direction-là, mais souvent, à la longue, fait que là, en fait, c'est ça, c'est que l'utilisation de substances peut nous créer certains problèmes au niveau psychologique, ou bien en exacerber, donc en aggraver des problèmes qui existaient déjà auparavant. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on travaille, quand on accompagne les gens qui ont des problèmes d'utilisation de substances. En fait, c'est qu'ils nous parlent d'une espèce de malaise, une espèce de mal-être surtout, hein,
une difficulté de l'ordre émotionnel, une difficulté psychologique qui souvent est là un peu avant la consommation. Ça, Là, la des fois, personne va je m'excuse, je ne veux pas te couper, mais des fois, Ouais. les gens ils me disent qu'ils ont essayé de s'auto-médicamenter. Tu sais, ça, c'est notre façon de le dire, grosso modo, là, dans la société, si on utilise la vulgarisation. Tu sais, les gens ils disent, ah, lui, s'est auto-médicamenté en essayant d'enlever ses symptômes d'anxiété, mettons, en prenant une substance X, Y, Z, là, tu sais, l'alcool, les drogues, etc. là. Tout à fait. Puis il y a même une théorie, là, c'est une théorie reconnue là, autour de Oui. ça, qui s'appelle la théorie de l'automédication, qui stipule un peu ça, hein, qui va dire en fait que l'utilisation de substances, c'est ça. C'est une façon de réguler une difficulté psychologique qui est là à la base. Et l'utilisation de substances à la longue va devenir un peu la seule stratégie pour réguler cette difficulté-là, pour apaiser le mal-être, pour apaiser l'inconfort. Pour diminuer les symptômes, Hein, pour atténuer les symptômes. entre parenthèses. Mais là, à la longue, finalement, puisque l'effet est temporaire, ben, la personne, elle doit réutiliser la substance parce qu'elle doit se réguler à nouveau. L'anxiété, c'est pas juste une fois. Là. Non. Donc là, par exemple, elle pourrait se réguler à nouveau en utilisant les substances et de petit à petit développer justement cette relation de dépendance avec cette substance-là. Puis finalement, ben, ce qui était à la base une solution à une difficulté devient un problème. Oui, puis en plus, ça fait augmenter les symptômes. C'est pour Exact. ça qu'on vient à la poule et l'œuf. Donc, finalement, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui viennent te consulter? Qu'est-ce que tu leur dis, les gens qui viennent te voir pour, j'imagine, soit vérifier ou valider qu'ils ont une problématique, ou même ils viennent peut-être valider leur constat, finalement, puis comment vous leur parlez? Qu'est-ce que tu suggères à ces gens-là? Bien, la première chose que je fais, c'est de féliciter les gens, de se poser des questions à ce sujet-là, de se questionner, de regarder leur comportement. Je les félicite de faire cet exercice-là qui n'est pas toujours confortable. Hein. Ça peut être confrontant de se regarder. Mon Dieu, oui. Puis aussi d'avoir eu le courage et l'humilité de venir demander de l'aide, de demander d'être accompagné dans cette réflexion-là. Alors ça, je trouve que c'est un excellent point de départ pour aller vers une meilleure autorégulation de sa consommation, de son utilisation de substances. Les premières choses que je ferais avec une personne qui vient me voir, ce serait vraiment de m'intéresser à elle. Hein? Encore une fois, de sortir un peu du stigma, de ne pas partir nécessairement du problème, mais de partir d'elle. Hein? Dites-moi, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous fait triper, vous, dans la vie? Qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux? Et après ça, en quoi l'utilisation de substances représente quelque chose qui vous rapproche ou qui vous éloigne de ça? Hein? Puis c'est quoi la nature de vos préoccupations par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'aider la personne à réfléchir d'abord à justement comment elle se positionne, comment elle se sent par rapport à l'utilisation de substances avant d'envisager nécessairement le changement. Souvent, l'utilisation de substances, on le disait, c'est une stratégie qu'on utilise. Donc, il y a une fonction à ça. Hein? Ce qui fait en sorte que les gens, quand ils se présentent à nous, sont souvent ambivalents. Ils ont beaucoup reçu le message social en faveur de l'abstinence. Hein? Tu as un problème, il faut que tu t'abstiennes, il faut que tu arrêtes. Tu ne peux pas contrôler ça, tu dois arrêter. Et là, ils arrivent un petit peu habités par ça. Hein? Et souvent, en dedans d'eux, oui, ils veulent changer quelque chose, en même temps, ils ne sont pas certains parce qu'ils voudraient pouvoir continuer d'utiliser cette substance-là puis en tirer les bénéfices qu'ils en tiraient auparavant. Alors, c'est souvent de partir de la personne elle-même, puis de réfléchir à ce qui la préoccupe, à ce qui l'inquiète, puis après ça, d'envisager les changements qu'elle juge importants et qu'elle se sent prête à apporter maintenant. Donc, l'apport des proches est important aussi dans ce que tu viens de dire, dans le sens où il faut éviter de juger la personne sur sa consommation, mais plutôt lui poser la question, comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Quel est tu me sembles aller moins bien, au lieu de dire, écoute, tu bois trop, ça va pas bien. Tu sais, je veux dire, entre les deux, je pense que de s'intéresser à la personne sur ce qu'elle vit et non sur ce qu'elle consomme est une meilleure stratégie. Tout à fait. Je pense que c'est une stratégie qui est bonne pour tout. Hein? Oui, tu as bien raison. Là. Ouais. Pour toutes les difficultés en santé mentale, je pense que c'est bon pour tout, mais particulièrement autour de l'utilisation de substances, qui est un phénomène très stigmatisé, hein? Où il y a comme une connotation morale derrière tout ça. Puis on comprend, en fait, hein, parce que les proches des personnes qui ont un problème de dépendance ou d'utilisation de substances sont souvent aux premières loges pour vivre les conséquences négatives de ça. Hein? Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une personne au travers de ça qui
qui est en train de vivre quelque chose. Hein, je suis assez inconfortable avec l'idée de voir la personne comme étant un alcoolique ou un toxicomane ou de la qualifier comme étant quelqu'un de problématique, mais plutôt de voir, m'intéresser à elle, qui elle est, puis qu'est-ce qui la préoccupe le plus au fond. Dans le fond, c'est enlever l'étiquette un peu puis voir à ce que, au bien-être de la personne et non seulement à l'étiquette. Fait que dans le fond, comment on évite que ça devienne un problème, comment on peut garder notre utilisation de substances à une saine habitude. C'est dur à dire, une saine habitude de vie, mais comment ça peut rester sain, cette consommation? Je pense que ça peut être une saine habitude de vie. Vous savez, il y était un temps, c'est sûr que là, on n'est plus là, mais on faisait la publicité pour vendre les bienfaits de l'alcool et tout ça. Puis en fait, par exemple, de l'alcool, mais en fait, on est encore là. Tu sais, les substances peuvent faire partie de saines habitudes de vie. Hein. Okay. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est du moins l'expérience de beaucoup de gens qui utilisent des substances sans nécessairement avoir un problème. Mais je dirais que, en fait, je vais prendre la question un peu à l'envers. Okay. Je dirais que la pire chose, l'attitude la plus risquée face à l'utilisation de substances, c'est de consommer ou d'utiliser la substance chaque fois que j'ai envie. Okay. Chaque fois que l'idée me passe par la tête, sans jamais réfléchir, sans me poser de questions. Sans jamais se la refuser. Sans jamais se la refuser. Hein? Chose qui est certaine, c'est que plus on répond à l'envie ou à l'idée de consommer en consommant, bien, plus on consomme. Plus souvent on consomme, plus souvent on a envie de consommer. Puis ça devient associé à certains contextes. Et avec le temps, il y a un effet de tolérance qui s'installe, puis on a besoin de plus en plus de substances pour avoir l'effet qu'on recherche, hein, pour que le besoin soit comblé. Donc là, à la longue, tranquillement, il y a un cycle qui s'installe, puis on va s'appuyer de plus en plus sur les substances pour se réguler, jusqu'à ce qu'un attachement, un attachement fort à la substance se développe. Et là, après ça, on se retrouve dans... C'est difficile de mettre ça de côté, tu sais, finalement. Ouais. Fait que dans le fond, on réagit avec ça de la même manière que de la compulsivité, mettons, vers la nourriture ou vers n'importe quelle autre affaire, comme de trop s'entraîner, comme de... Tu sais, tout ça vient avec jamais se le refuser, jamais s'autoriser un moment sans cette substance-là, sans cet écran-là, sans ce... peu importe ce qui devient en compulsivité, tu sais. Donc, si je comprends bien, ce que je te demanderais à toi, c'est toi, Guillaume, qu'est-ce que tu fais quand tu sens que ton équilibre bascule? Tu vas sûrement pas prendre un verre de vin. Tu sais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je demande à chacun de mes personnes avec qui je fais une rencontre formidable, c'est tout ce que tu m'as dit là, c'est exceptionnel. J'adore ça parce qu'on déstigmatise le fait de prendre un verre. On enlève ou pour certains autres, d'utiliser d'autres substances ou peu importe. Mais ce que j'aime, c'est qu'on ne rentre pas dans le jugement puis on rentre simplement dans c'est normal. Encore une fois, il y a des choses normales. Vous n'êtes pas les seuls à peut-être avoir changé votre habitude de consommation. Ceci étant dit, posez-vous donc la question comment vous allez. Posez-vous la question à quoi sert cette consommation-là qui a changé? Est-ce que c'est pour vraiment juste vous faire du bien? Ou juste parce que socialement, ça a été propice, mais en même temps, quel est votre degré à vous que vous êtes prêt à vous accepter ou vous refuser en termes de consommation? Mais Guillaume, lui, il fait quoi quand il a une petite boule d'anxiété? Il fait quoi pour s'autoréguler, lui? Qu'est-ce qui lui fait du bien tu sais, il y a des gens qui me disent, moi, j'ai une phrase que je me dis, c'est « je me choisis ». Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, moi, je fais la cuisine. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, je vais courir. Donc, toi, tu fais quoi quand tu as une petite boule d'anxiété? Parce que même au meilleur psychologue, ça doit arriver. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, pour améliorer ta situation? Ou retrouver ton équilibre, je devrais dire. C'est une belle question. Merci de me la poser. Puis, je vais la prendre du côté de l'utilisation de substances. Hein. Puisqu'on a l'occasion de parler de ça, je vais surtout parler de cet aspect-là. Puis je vais me risquer, hein, justement pour briser cette espèce d'idée-là de stigmatisation. Hein. On la sent, cette ambivalence-là, hein, par rapport à ce comportement-là. Hein, on se rappelle à l'université ce qui se passait, les initiations, tout ça. On n'avait aucun problème à voir cet excès, ce binge d'alcool, hein, cette surconsommation généralisée comme quelque chose qui va... C'est correct, ça fait partie de la game. Mais là, dans d'autres contextes, c'est différent. En fait, je vais partir un peu de là, puis en même temps, ça va me permettre de répondre aussi à l'autre question que tu me posais. Okay. Quand je ne vais pas bien, puis que je me retrouve face à l'envie d'utiliser des substances, bien, j'essaie d'ouvrir un dialogue avec moi-même. Hein? Je tourne mon regard vers l'intérieur pour essayer de... Puis j'essaie de prendre un regard bienveillant.
hein, un regard curieux, un regard intéressé à ce qui m'arrive. Oh, OK, tiens, je suis en train d'avoir envie d'utiliser une substance, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Pourquoi ça me ferait du bien? Pourquoi ça me ferait du bien? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? En quoi je vais être bien après ça? Puis de me dire, est-ce que c'est vraiment la stratégie que j'ai envie d'utiliser cette fois-ci? Ben, peut-être que la réponse, c'est oui. Hein? Puis dans ce cas-là, ben, au moins, j'aurai choisi d'aller vers ça et je vais pouvoir mettre en place des stratégies qui vont m'aider à ne pas perdre le contrôle, par exemple, ou à être plus satisfait de l'effet de ma consommation. Pour revenir à la question, qu'est-ce que je fais, moi, pour me réguler? Bien, je dirais que je me mets des limites personnelles. Okay. La première chose que je fais pour me réguler par rapport à ça, c'est de me mettre des objectifs personnels, de me donner des limites puis d'essayer de les respecter. Okay. De mesurer les quantités de substances que je consomme. Tu sais, d'avoir ça en tête, de ne pas juste me laisser aller dans la consommation, puis sans penser. Là, tu sais, de me dire, OK, là, je suis rendu à tel endroit dans ma soirée, ça fait 2 verres que je prends avec mon ami, tout ça, OK, je suis rendu où? Tu sais, d'avoir cette réflexion-là. J'ai mon auto. 2, je ne l'ai peut-être pas. Il y a beaucoup de choses aussi, de facteurs environnementaux qui vont aussi t'aider à prendre ta décision. Absolument. Et pour le reste, quand je ne suis pas bien, pour garder ma santé psychologique à flot, oui. Moi, ce que je dirais, ben, j'aurais peut-être 3 choses à dire par rapport à ça. C'est j'en ai parlé un peu au début, tourner le regard vers moi, ce qui m'arrive. Deuxièmement, je vais le dire, c'est très personnel, je vais dire pleurer un peu. Ah, c'est bien ça. J'adore ça. Je n'irai pas très loin là-dedans, mais moi, personnellement, quand je ne vais pas bien, hein, ce dialogue-là que j'ai avec moi-même m'a amené à voir que c'est souvent un fond de tristesse qui m'habite dans ces moments-là. Moi, j'appelle ça une crise de larmes. Une crise de larmes. Ça libère donc. Oui, mais de pleurer un peu, hein, de se dire, ben oui, Guillaume, t'es triste. Hein, au lieu de dire, ben non, d'essayer de chasser ça de par tous les moyens, d'accueillir cette affaire-là, puis de me dire, ben oui, cette chanson-là me touche, puis me fait pleurer. Cette pensée-là, à propos de moi, à propos de ma vie, à propos des autres, m'inquiète, puis ouais, ça me fait un peu de peine. Ben, c'est un peu ce que je dis. Je pleure un peu, puis après, ça va mieux. Ouais. En dernier, la nature. Je pense que, puis en même temps, il y a quelque chose avec l'utilisation de substances qui est très proche de la nature. Hein? Au départ, les substances étaient présentes dans la nature. Ouais. Hein? Les Incas mâchaient des feuilles de coca, le tabac, c'est une plante qui pousse, les champignons, tout ça. C'est toutes des substances qu'on a trouvées dans la nature. Hein? Et ça nous rappelle à quel point, nous, les humains, on est très urbanisés maintenant, mais à quel point ça nous fait encore du bien de reconnecter avec la nature. Vraiment. Et moi, ça, c'est un aspect qui m'aide beaucoup. Souvent, quand je sens que la pression est très, très forte, je me dis, ouais, là, je suis dû pour un petit tour dans le bois. Alors, je mets ça à l'horaire, puis je me donne pas le droit de le déplacer. Ah, c'est super intéressant. J'adore ça, ce que tu dis. Écoute, on pourrait parler des heures sur le concept de jugement sociétal sur la dépendance ou non, sur la consommation. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler ensemble. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens revoient le mode confinement versus l'augmentation ou la diminution de consommation, mais en même temps qu'ils se regardent, sans se juger, puis en mode bienveillance, de se dire, ben écoute, moi ça a changé, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons, puis jusqu'où moi je veux aller là-dedans, puis quelle limite je me mets. Puis je pense que c'est un beau regard à faire sur soi, là, que la quarantaine aura permis aux gens d'apprendre sur eux puis d'aller plus loin là, dans leurs habitudes de consommation. Fait que c'est vraiment une belle rencontre aujourd'hui et merci infiniment, Guillaume. Puis on aura l'occasion. Puis encore une fois, si les gens ont besoin de plus d'informations, ben on pourra voir avec eux, là, à les mettre en contact avec des gens de chez vous, si vraiment ils ont des besoins. Puis nous, on est toujours disponibles à la Fondation là, pour discuter de ça avec eux. Alors Guillaume, merci pour cette belle rencontre formidable. Ben, je t'en prie, Maryse. Merci à toi.